Le 14 novembre 1989, Julien Morel, 16 ans, quitte le collège de Roubaix avec son baladeur vissé sur les oreilles. Il emprunte comme d'habitude le raccourci qui traverse le bois de la Fraternité. Ce jour-là, il ne rentrera jamais chez lui. Pendant 15 ans, sa mère le cherchera désespérément, sans la moindre trace, sans le moindre indice. Jusqu'à ce qu'en 2004, un promeneur découvre par hasard un vieux Walkman Sony, enterré sous les feuilles mortes. À l'intérieur, une cassette miraculeusement préservée contient un enregistrement qui va glacer le sang de tous ceux qui l'écouteront. Les dernières minutes avant la disparition, avec une voix d'homme que personne n'avait jamais soupçonnée. Mais que révèle exactement cet enregistrement? Et comment un simple baladeur va-t-il résoudre 15 ans de mystère? Avant de continuer, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes mystérieuses. En cette fin des années 80, Roubaix traverse une crise économique sévère. Claire Morel, aide-soignante de 38 ans, élève seule son fils Julien depuis son divorce 3 ans plus tôt. Elle enchaîne les gardes de nuit à l'hôpital pour joindre les deux bouts, mais s'efforce d'offrir à son fils unique une vie stable dans leur modeste appartement du quartier du Pile. Julien est un adolescent discret, passionné de rock, qui préfère la compagnie de sa musique à celle de ses camarades. Son baladeur Sony, cadeau de Noël maternel, ne le quitte jamais. Il porte toujours le même blouson en jean délavé, orné d'un écusson des Guns N' Roses. Julien entretient quelques amitiés sincères. Thomas Delvaux, son meilleur ami depuis l'école primaire, partage sa passion pour la guitare électrique. Il rêve de monter un groupe de rock. Il y a aussi Émilie de Roubaix, une jeune fille timide, avec qui il échange des cassettes et des confidences. Leurs professeurs le décrivent comme un élève moyen mais appliqué, serviable, qui ne cherche jamais les ennuis. Rien dans son comportement ne laisse présager le drame à venir. Ce mardi 14 novembre commence normalement. Claire rentre épuisée de sa garde de nuit vers 7 heures. Julien avale son bol de céréales devant la télévision, vêtu de son jean noir, d'un pull à rayures rouges et blanches et de ses baskets Adidas blanches usées. Sa mère lui rappelle de prendre son écharpe grise. Il l'embrasse sur la joue et dévale les escaliers, son sac à dos sur l'épaule et son baladeur déjà en marche. La journée au collège se déroule sans incident. Julien assiste à ses cours, déjeune avec Thomas et Émilie, plaisante sur le nouveau professeur de technologie. À 16h15, la sonnerie libère les élèves. Thomas l'interpelle pour l'inviter chez lui écouter le nouvel album des Red Hot Chili Peppers. Julien décline poliment, expliquant que sa mère rentre fatiguée. C'est la dernière conversation que Thomas aura jamais avec son meilleur ami. Émilie aperçoit Julien qui s'éloigne vers le bois de la Fraternité, baladeur sur les oreilles, marchant de son pas tranquille. Cette image hantera Émilie pour le reste de sa vie. Le bois de la Fraternité n'est qu'un petit espace boisé d'une dizaine d'hectares. Un sentier de terre le traverse sur 800 mètres, réduisant le trajet de 15 minutes. En novembre, avec le jour qui décline rapidement, le bois prend une apparence sinistre. Madame Carpentier, retraitée promenant son caniche, croise un jeune homme correspondant à la description de Julien vers 16h30 à l'entrée du sentier. Elle remarque son blouson en jean et son baladeur, mais n'y prête pas attention particulière. Monsieur Delattre, ouvrier rentrant en camionnette, aperçoit un adolescent sur le sentier vers 16h40. Ensuite, c'est le néant absolu. Personne ne voit Julien sortir du bois. À 17h30, Claire commence à s'inquiéter. Elle téléphone chez Thomas, puis chez Émilie. Personne ne l'a vu. À 20h, la panique s'installe. Elle parcourt les rues du quartier, interroge les commerçants. Aucune trace. À 22h30, elle appelle son ex-mari Bernard qui la rejoint immédiatement. Ensemble, ils sillonnent Roubaix en voiture jusqu'à minuit, explorant chaque recoin. À minuit passé, Claire franchit les portes de la gendarmerie et dépose une déclaration de disparition inquiétante. Le commandant Philippe Garnier, 42 ans, reçoit Claire dans son bureau. Homme méthodique au regard fatigué mais bienveillant, il consigne chaque détail. Julien ne correspond pas au profil du fugueur. Pas de conflit familial majeur, pas de fréquentation douteuse, pas d'argent emporté. Son portefeuille contenant 50 francs se trouve toujours dans sa commode. Quelque chose dans ce dossier met immédiatement Garnier mal à l'aise. Dès l'aube du 15 novembre, les recherches s'intensifient. Une trentaine de gendarmes, accompagnés de bénévoles,
peignent méthodiquement le bois de la fraternité. Des chiens pisteurs suivent une piste le long du sentier principal, mais celle-ci se perd inexplicablement à 400 mètres de l'entrée, près d'un vieux chêne centenaire. C'est comme si Julien s'était volatilisé à cet endroit précis. Des plongeurs explorent l'étang voisin. Des spéléologues inspectent une carrière désaffectée. Rien, aucune trace, aucun vêtement, aucun objet personnel. L'affaire fait la une du Nord-Éclair et passe au journal télévisé régional. La photo de Julien est placardée partout. Les enquêteurs explorent toutes les pistes. Bernard Morel, le père, subit un interrogatoire serré, mais fournit un alibi solide. Il conduisait son bus toute la journée, rapidement écarté. Les gendarmes s'intéressent ensuite à Didier Malois, délinquant sexuel connu résidant à 2 km du bois. Perquisition, interrogatoire marathon, mais aucun élément ne le relie à la disparition. Il est relâché faute de preuves. Les semaines passent dans l'angoisse. Claire ne retourne pas travailler, consumée par la recherche de son fils. Elle colle des affiches, interroge les passants, harcèle la gendarmerie. Elle dort à peine, ne mange presque plus. Noël 1989 arrive, sinistre. Claire installe machinalement un sapin et emballe des cadeaux pour Julien comme s'il allait rentrer. Le réveillon se déroule dans un silence déchirant, troublé uniquement par ses sanglots. Les mois suivants voient l'affaire progressivement disparaître de l'actualité. Le commandant Garnier poursuit avec acharnement, mais les pistes s'épuisent une à une. Des signalements arrivent de partout. Bruxelles, Paris, Lyon. Chaque fois, c'est une fausse alerte qui brise un peu plus Claire. L'été 1990, épuisée, elle doit reprendre le travail pour survivre financièrement. Elle retourne à l'hôpital, marchant comme un automate. Les années s'écoulent dans un deuil suspendu. Claire transforme la chambre de Julien en sanctuaire, conservant chaque objet exactement à sa place. Elle y entre chaque soir, s'assoit au bord du lit et parle à son fils absent. Bernard refait sa vie et se remarie en 1992, provoquant une rupture définitive avec Claire qui vit cela comme une trahison. Thomas abandonne son rêve de groupe de rock, incapable de toucher une guitare, sans penser à Julien. Émilie développe une phobie des bois et fait des cauchemars récurrents. Le commandant Garnier, malgré les pressions hiérarchiques, refuse de classer le dossier. Il le reprend périodiquement, relit les témoignages, cherche le détail qui lui aurait échappé. Il garde contact avec Claire, l'assurant que Julien n'est pas oublié. En 1995, la justice déclare officiellement Julien disparu. Claire refuse catégoriquement toute procédure de déclaration de décès. Tant qu'aucun corps n'est retrouvé, son fils reste vivant quelque part. Le tournant du millénaire arrive sans réponse. Julien aurait 27 ans. Claire vieillit prématurément, ses cheveux blanchissent, son visage se creuse. L'année 2004 débute comme les précédentes. Le 14 novembre, 15e anniversaire de la disparition, Claire dépose des fleurs à l'entrée du bois près d'une plaque commémorative qu'elle a fait installer. Julien Morel, disparu ici le 14 novembre 1989. Nous ne t'oublions pas. Le 3 décembre 2004, tout va basculer. Marc Lefebvre, 54 ans, instituteur en pré-retraite, décide d'explorer une zone reculée du bois avec son chien Balto. Le labrador se met soudain à gratter frénétiquement au pied d'un vieux hêtre à 700 mètres du sentier principal. Marc s'approche et découvre quelque chose de métallique sous l'humus. Un baladeur Walkman Sony, modèle ancien, couvert de terre et d'oxydation. Le plastique gris-bleu est craquelé, mais l'objet reste reconnaissable. Marc ouvre le compartiment grippé. À l'intérieur, une cassette TDK 90 minutes, remarquablement préservée. L'étiquette décolorée porte une inscription à l'encre bleue « Mix Rock Nov 89 ». Le cœur de Marc s'accélère. Novembre 1989. Il se souvient de l'affaire Morel qui avait bouleversé Roubaix 15 ans plus tôt. Il rentre précipitamment chez lui, fouille ses archives et retrouve un article de presse. Julien Morel, 16 ans, disparu le 14 novembre 1989. Signe distinctif. Blouson jean, baladeur Sony. Marc insère la cassette dans sa vieille chaîne hi-fi. Quelques secondes de silence, puis de la musique rock enregistrée depuis la radio. Il avance rapidement. À environ 60 minutes, la musique s'interrompt brusquement. Des bruits ambiants. Le vent. Des pas sur un sol jonché de feuilles. Une respiration haletante. Julien a dû appuyer par inadvertance sur le bouton d'enregistrement.
Marc monte le volume. Les pas continuent, accompagnés du bruissement d'un blouson. Une voix d'adolescent fredonne distraitement. Soudain, les pas s'arrêtent. La voix de Julien, interrogative. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Silence. « Votre voiture est en panne ?» Une deuxième voix masculine, rauque, accent du Nord prononcé. « Oui, mon grand, j'ai un problème de batterie. Tu t'y connais en mécanique ?» Julien, incertain. « Pas vraiment, mais je peux essayer. » « Où est votre voiture ?» L'homme, juste là derrière les arbres. « Viens, je vais te montrer. » Deux personnes marchent ensemble, s'éloignant du sentier. Julien, « C'est loin, je dois rentrer chez moi, ma mère m'attend. » L'homme, rassurant, « Non, non, juste là, 2 minutes et tu repars. » Les pas continuent. Julien, la voix tendue. « Je ne vois pas de voiture. » L'homme plus dur, « Arrête-toi une seconde. » Silence insoutenable. Julien, terrifié, « Qu'est-ce que vous faites ?» L'homme, « Calme-toi, mon grand. » Julien crie, « Lâchez-moi, lâchez mon bras. » Bruit de lutte, feuilles piétinées, halètement. « Au secours. Quelqu'un. » Sa voix s'étouffe. Bruit mat d'un coup, gémissement de douleur. L'homme, menaçant, « Ferme-la, ou je te frappe encore. » Sanglots étouffés. L'homme essoufflé, « Tu vas venir avec moi gentiment, sinon ça va très mal se passer. » Julien suppliant, « S'il vous plaît, laissez-moi partir, je dirai rien. » L'homme, « Avance, avance. » Pas précipité, traînant, pleurnichement de terreur. Les sons s'estompent progressivement. Silence absolu. Marc reste figé, livide, tremblant. Il vient d'écouter l'enlèvement de Julien Morel. Il décroche son téléphone et appelle la gendarmerie. Moins d'1 heure plus tard, le commandant Garnier sonne à sa porte. Garnier examine le baladeur avec précaution quasi religieuse, puis écoute l'enregistrement. Un silence de mort règne dans le salon. Lorsque la cassette s'achève, Garnier rouvre les yeux. Après 15 ans, Julien vient de parler depuis sa tombe. Le baladeur et la cassette sont placés sous scellé et envoyés au laboratoire de Lille pour analyse. Garnier lance une opération de fouille massive du secteur. Le lendemain, 50 gendarmes investissent la zone. Les journalistes affluent. L'affaire Morel revient brutalement à la une. Claire apprend la nouvelle par un appel de Garnier. Il lui révèle l'existence de l'enregistrement sans le lui faire écouter, trop traumatisant. Il confirme que Julien a été enlevé de force. Cette confirmation, aussi horrible soit-elle, apporte paradoxalement un soulagement à Claire. Pendant 15 ans, elle s'était demandé si Julien avait fugué. Maintenant, elle sait. Son fils a été victime. Cette certitude change tout. Les fouilles durent 4 jours. À 10 mètres du baladeur, les chiens signalent un point d'intérêt. Les gendarmes creusent et découvrent des ossements humains à 80 cm de profondeur. Une exhumation minutieuse révèle un squelette incomplet mais suffisant pour identification. Vêtements en lambeaux, jeans noirs, pull à rayures, baskets Adidas, écharpe grise. Tous correspondent à la description de Julien. L'analyse anthropologique confirme. Individu masculin, adolescent, environ 1,75 m, 15 à 18 ans. Fracture importante au crâne, coup violent par objet contondant. L'ADN confirme définitivement Julien Morel. Claire s'effondre en apprenant la nouvelle. 15 ans d'espoir anéanti. Elle hurle, pleure, frappe les murs. Sa sœur Martine arrive en urgence. Elles restent enlacées durant des heures, pleurant ensemble. Garnier poursuit l'enquête. Les techniciens numérisent l'enregistrement, filtrent les bruits, amplifient la voix. Les experts établissent un profil. Homme entre 40 et 60 ans à l'époque, donc 55 à 75 aujourd'hui, accent du Nord, probablement de Roubaix-Tourcoing. Garnier reprend tous les témoignages de 1989. Madame Carpentier se souvient maintenant d'une camionnette blanche garée près du bois. Garnier fait écouter l'enregistrement à des témoins potentiels. Gérard Vasseur, retraité de la voirie municipale, tressaille en l'entendant. Il fait rejouer le passage plusieurs fois, devenant de plus en plus pâle. Finalement, « Je crois que c'est René. René Dufour. J'ai travaillé avec lui 20 ans. Cette voix, c'est la sienne. » René Dufour, né en 1941, 48 ans en 1989, agent d'entretien des espaces verts pour la municipalité de 1975 à 1998. Marié, père de 2 enfants, domicilié rue Montgolfier. Retraité depuis 1998, veuf depuis 2001.
casier judiciaire vierge, citoyen ordinaire, sans histoire. Mais Dufour entretenait le bois de la fraternité. Il connaissait chaque recoin. Il possédait une camionnette blanche de service. En novembre 1989, il aurait pu s'y trouver sans éveiller de soupçons. Le 12 décembre 2004, au petit matin, les gendarmes perquisitionnent le domicile de Dufour. L'homme, 63 ans, ouvre en robe de chambre, surpris. Garnier lui annonce la perquisition. Dufour demande de quoi il s'agit. Garnier évoque l'affaire Morel. Aucune émotion particulière sur son visage. Dans le garage, au fond d'une caisse sous des magazines de jardinage, il découvre des cassettes VHS étiquetées Parc 1987, Piscine été 1988, Bois 1989. Le contenu est glaçant. Films amateurs d'adolescents filmés à leur insu, plans zoomés, images attardées. Sur Bois 1989, des séquences du bois de la fraternité, des collégiens sur le sentier. À un moment, un adolescent portant un blouson en jean et un baladeur. Date, octobre-novembre 1989. Dufour est placé en garde à vue. Il nie toute implication. Garnier lui fait écouter l'enregistrement. Dufour écoute, impassible au début, puis son visage se décompose. Il reconnaît sa voix. Après 24 heures, René Dufour craque. Il demande à parler à Garnier seul à seul. Dufour raconte d'une voix monocorde. Depuis des années, il était attiré par les adolescents. Il luttait contre ses pulsions, filmait compulsivement pour assouvir ses fantasmes sans passer à l'acte. Jusqu'à ce jour de novembre 1989. Il se trouvait dans le bois pour ramasser des branches après une tempête. Il avait aperçu Julien seul, baladeur sur les oreilles. Quelque chose avait basculé. Il l'avait suivi discrètement, puis abordé avec son histoire de panne. Dufour avait entraîné Julien hors du sentier. L'adolescent avait résisté, crié. Dans la panique, Dufour avait saisi une pierre et frappé Julien à l'arrière du crâne. Le coup avait été terrible. Julien s'était effondré instantanément. Plus de pouls. Pris de panique, Dufour avait traîné le corps vers un secteur isolé et l'avait enterré. Il n'avait pas remarqué que le baladeur était tombé quelques mètres plus loin. Durant les semaines suivantes, Dufour avait vécu dans la terreur. Il suivait l'enquête avec angoisse. Mais les recherches n'avaient jamais localisé le secteur précis. Progressivement, il avait compris qu'il ne serait jamais soupçonné. Agent municipal respectable, père de famille, sans casier. L'enquête avait fini par s'enliser. Il avait continué sa vie, rongé par la culpabilité, mais convaincu de son impunité. René Dufour est inculpé d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire sur mineur. L'instruction révèle l'ampleur de son obsession. Centaines de vidéos, journaux intimes décrivant ses fantasmes. Le procès se tient en octobre 2006. Claire assiste à chaque audience, fixant Dufour avec un regard mêlant haine et incompréhension. Elle témoigne, décrivant Julien et 15 années de torture psychologique. L'enregistrement audio est diffusé en audience publique. Silence absolu dans la salle. On entend la voix innocente de Julien, puis sa peur, ses supplications. Plusieurs personnes éclatent en sanglots. Claire ferme les yeux, serrant la main de sa sœur. Le président suspend l'audience tant l'émotion est forte. Après 5 jours, le jury revient avec un verdict unanime. René Dufour est reconnu coupable. 30 ans de réclusion criminelle, période de sûreté de 20 ans. À 65 ans, Dufour ne sortira probablement jamais vivant. Claire organise enfin de véritables funérailles pour Julien, 17 ans après sa disparition. Une cérémonie émouvante réunit des dizaines de personnes à l'église Sainte-Élisabeth. Le cercueil est enterré au cimetière du Nord. Sur la pierre tombale, Julien Morel, 1973-1989. Arraché à l'amour des siens jamais oublié, enfin en paix. Les mois suivants apportent à Claire quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis 1989. Une forme de paix intérieure. Elle sait maintenant ce qui est arrivé. Elle sait qu'il n'a pas souffert longtemps. Cette certitude, aussi horrible soit-elle, est un cadeau. Claire reprend une vie plus normale, trouve du réconfort dans son travail. Elle rejoint une association d'aide aux familles de victimes, témoigne dans les écoles sur les dangers qui guettent les adolescents. Thomas donne à son premier fils le prénom de Julien en 2010. Émilie devient professeure et évoque parfois l'histoire de Julien à ses élèves comme leçon tragique. Le commandant Garnier prend sa retraite en 2012, évoquant l'affaire Morel comme celle qui l'a le plus marqué. Sans la découverte de Marc Lefebvre, Julien serait resté une statistique,
et Dufour aurait emporté son secret dans la tombe. L'affaire a des répercussions sur les procédures d'enquête. Le baladeur devient un cas d'école, illustrant comment un objet peut contenir une preuve capitale des années après. La municipalité installe un panneau commémoratif à l'entrée du bois en 2007. Le sentier est désormais mieux éclairé, équipé de caméras, avec des patrouilles régulières. René Dufour purge sa peine à Luce-les-Lilles. Il vieillit rapidement, rongé par la maladie. Ses enfants coupent tout contact. En 2015, il développe un cancer du poumon. Il meurt en janvier 2016 à 75 ans, sans avoir jamais exprimé de remords sincères. Claire apprend sa mort avec indifférence glaciale. L'histoire de Julien Morel interroge sur la banalité du mal. Dufour n'était pas un monstre d'apparence. Père de famille, agent municipal, voisin le décrivant comme discret et poli. Cette affaire révèle la difficulté d'identifier les prédateurs cachés derrière une façade de normalité. L'enregistrement du baladeur reste l'élément le plus glaçant, témoignage direct d'un enlèvement, capturant les derniers instants de liberté d'un adolescent. La technologie des années 80 a permis 15 ans plus tard de confondre un criminel qui se croyait à l'abri. Cette affaire rappelle l'importance de la persévérance dans les enquêtes. Sans l'obstination de Garnier, sans la chance de Marc Lefebvre, Dufour n'aurait jamais été inquiété. Pour Claire, la vie continue, marquée à jamais. Elle visite la tombe chaque semaine, racontant les événements de sa vie. Elle a vieilli, ses cheveux sont blancs, son visage porte les stigmates de 17 années de souffrance. Mais ses yeux ont retrouvé une sérénité. Elle sait que Julien repose en paix, que son assassin a été puni, que justice a été rendue. Si tu as été touché par l'histoire de Julien Morel, écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo et partage tes réflexions sur cette affaire glaçante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes mystérieuses qui ont marqué l'histoire criminelle. Et mets un like si cette histoire t'a ému. Un simple like nous aide énormément à continuer ce travail de mémoire. L'histoire de Julien nous rappelle que la vérité, même tardive, reste préférable à l'incertitude éternelle. 15 ans de silence ont été brisés par un baladeur enterré dans la terre. 15 ans de questions ont trouvé leur réponse dans une cassette miraculeusement préservée. Et une mère a enfin pu dire adieu à son fils avec la certitude terrible et apaisante de savoir ce qui s'est réellement passé ce mardi après-midi de novembre 1989.